Chers internautes, bonjour, merci de nous rejoindre sur le plateau d'Informatic News pour cette nouvelle édition du 14 octobre d'Informatic News Hebdo pour décrypter, analyser l'actualité IT et télécom de la semaine. Et j'allais dire pour changer, nous sommes en compagnie de Patrick Brévion, qui est rédacteur sur IT for Business. Patrick, bonjour. Bonjour. Alors, une actualité comme d'habitude assez fournie la semaine dernière avec pas mal d'événements. On commence par un événement franco-français mais à vocation internationale. C'est la grand-messe, j'allais dire, d'OVH avec Octave Klaba à la manœuvre. OVH, maintenant il ne faut plus dire OVH, il faut dire OVH Cloud. Tout à fait. Qu'est-ce qu'on peut en dire pour nos lecteurs qui n'y étaient pas forcément, ou même ceux qui étaient n'ont pas forcément tout vu? Ouais. C'est une démarche assez logique. OVH réalise déjà à peu près les 2/3 de son activité sur le cloud. Donc, s'appeler OVH Cloud, c'est quand même une démarche pas très étonnante, hein, pour faire simple. Ça s'accompagne de promesses assez fortes quand même, parce que la promesse d'OVH, c'est de livrer des serveurs en 120 secondes, qu'ils fabriquent eux-mêmes, ce qui est quand même pas donné. Bon, OVH, c'est pas une surprise, veut jouer un peu sur le Cloud Act. Cloud Act, hein, je rappelle quand même pour tout le monde que ça permet... c'est une loi extraterritoriale qui permet à des sociétés américaines d'avoir accès à des données stockées en dehors des États-Unis. Donc, des plaignants américains. Des plaignants américains qui peuvent saisir un juge. Il y a eu 84 ou 86 mesures en 2018. Le rapport Gauvin, le rapport parlementaire, etc., au mois de juin, a chiffré un peu ce nombre de demandes. Donc OVH, sur ces plans-là, joue sur la carte cloud souverain, clairement. Avec d'ailleurs une mission de gouvernement sur le sujet. Oui, tout à fait, une des solutions. Je crois que la certification SEC Cloud NUM est en cours, sans garantie, hein, mais pour être certifié sur ce plan-là. Et ça s'accompagne toujours de l'ouverture, le respect de l'interopérabilité et le développement d'un écosystème qui est un peu fait par rapport à ses concurrents américains. Évidemment. C'est là où je dirais que le challenge est important quand même. Tout à fait, le challenge le plus important. Ça reste quand même un compétiteur, un outsider à ce jour, hein, par rapport à... Très bien. Autre grand-messe de la semaine, cette fois-ci assez générale, c'était les assises de la sécurité, parce que c'est fini maintenant. Tout à fait. On a rendez-vous donc à l'édition de l'année prochaine, avec toujours en speaker d'ouverture Guillaume Poupard de l'ANSSI, et qui n'a pas hésité à mettre les pieds dans le plat. Voilà, c'est tout à fait, on peut le dire. On peut le dire. Avec toute une série de recommandations. Tout à fait, tout à fait. Les messages sans... Guillaume Poupard n'a pas voulu être totalement alarmiste, il a préféré parler, on va dire, d'urgence que de guerre totale. Les messages sont quand même assez clairs, hein. Renforcer la coopération, ça sert à rien de réagir tout seul, avec un gros zoom sur l'aspect détection, la faiblesse de la détection. Il s'est dit lui-même alarmé par les délais pendant lesquels les pirates, les hackers attaquent avant d'être découverts, qui peuvent durer pendant des années. Plutôt que le curatif, donc investir dans la détection et dans le curatif, mais surtout faire des progrès en termes de détection. Les menaces peuvent durer, les attaques peuvent être... Les intrusions ont parfois ont mis des mois, voire des années à être identifiées, hein, dans certains cas. Il a insisté aussi sur l'aspect acculturation, nouvelle génération, tout ce qui était bonne pratique. Il y a énormément de travail à faire à ce niveau-là. Par exemple, changer des mots de passe, hein, ça va jusque-là, tout simplement. Sauvegarde, les messages, etc. On se souvient tous du post-it chez France 24. Voilà, tout à fait. Qui a eu Litine, hein. Tout à fait. Et puis le renforcement en termes, je reviens sur l'aspect coopération, mais les OIV, enfin, il y a eu pas mal de choses qui sont quand même lancées, quoi. C'est-à-dire coopération entre les OIV, les OSE, enfin les OIV, c'est... Les organismes opérateurs. D'intérêt vitaux, c'est ça, hein. Oui, tout à fait, d'intérêt vitaux et de services essentiels, OSE. Il y en a quelques centaines, les listes sont confidentielles. Bien sûr, enfin, on a une petite idée quand même. Voilà, non, on devine un peu, mais l'idée étant de coopérer pour muscler un peu les capacités de réponse et raccourcir les délais de réponse, pour identifier rapidement tout ce qui arrive. Il ne faut pas oublier que l'ANSSI s'est renforcée et atteint autour de 600 collaborateurs aujourd'hui, fournit pas mal, qui a également des initiatives assez basiques en termes techniques, mais qui permettent à la fois techniquement et en termes d'acculturation de muscler un peu les pratiques, les bonnes pratiques partout, comme le site gouvernemental de cybersurveillance ou autre, quoi. Donc, en dehors de, quand même, ça s'est pas arrêté
à Guillaume Oui, Poupard. j'allais vous dire, il n'y a pas Guillaume. Qu'est-ce Tout qu'on à peut fait. Il dire y avait du aussi reste César, de la César, semaine Jarosset, Oui. hein, qui était là. Tous les grands éditeurs, évidemment, étaient là. Enfin, Bon. c'était donc pas mal de DSI, de retours d'expérience pour partager un peu toutes les expériences et muscler un peu, enfin, un mouvement d'ensemble, on va dire. Des bonnes pratiques. Tout à fait. Et d'ailleurs, la cybersécurité qu'on changeait de niveau, hein, parce que je crois qu'il y avait quasiment 1300, 1400 Ouais. personnes qui étaient présentes à Monaco, donc on est encore à une étape encore plus importante du développement de ce salon. Alors c'était vraiment la semaine des événements, Patrick, parce qu'il y avait aussi IBM qui, en toute modestie, a appelé son événement Think Summit. Tout à fait. Et je fais le jeu de mots facile, hein. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Parce que vous y étiez. Tout à fait. On va dire que... Beaucoup d'annonces commerciales, pas beaucoup d'annonces, non, des retours clients. C'était au Carrousel de Louvre, sur une journée. Des choses intéressantes, un message quelque peu stratosphérique parfois quand même. Oui. Avec Tech for Good, thème, la responsabilité sociétale de l'IA, de Watson, etc. Des choses plus concrètes, une mise en avant du cloud public d'IBM, en dehors de l'IA, des data, etc. Une mise en avant de tout ce qui était des partages d'expérience. C'était Smarter Enterprise, si je me souviens bien. Enfin, en gros, c'était tout ce qui pouvait accélérer le processus métier. Le côté Tech for Good était illustré par des orateurs, des écrivains, etc. Une malvoyante américaine qui avait fait le déplacement, ou japonaise, je ne sais plus, qui avait fait le déplacement avec une valise intelligente, qui se déplaçait, qui lui indique le chemin, qui lui indique les obstacles. Ça remplace le fameux Labrador. Voilà, c'est la version Labrador. Un peu moins sympathique, mais bon. Et une intervention surtout un peu plus concrète, un peu plus de Jean-Philippe Desbioles. C'est Monsieur Watson France, en gros, hein, qui a insisté un peu sur les apports de l'IA, alors tant dans les domaines de l'industrie, enfin tout domaine, que des domaines comme la CRM. Il y avait une personne d'Orange qui insistait sur un plan un peu global de développement de l'IA chez Orange, dans la relation client par exemple, toujours sur les tâches répétitives, etc. Enfin tous les apports qu'on connaît aujourd'hui sur l'IA. Des choses assez concrètes, qui allaient jusqu'à illustrer ça par les apports en termes de santé, ce qui pose d'autres questions quand même, hein, même sans dénier les capacités de l'IA à reconnaître plus vite, par exemple, des tumeurs, plus vite que les radiologues ou autres, mais qui pose des questions quand même éthiques, non négligeables. Tout ça. Donc un événement intéressant et un tantinet stratosphérique. Attendez. Bon, très bien. Écoutez, si nos amis d'IBM nous écoutent, le message est passé pour l'édition 2020. Et on conclut sur cette partie en bref de l'actualité avec une nomination, j'allais dire, il y a enfin un patron chez Oracle en France. Tout à fait. Une patronne. Oui, excusez-moi. Karine Picard. Depuis le départ de Gérald Carsanti, dont on va parler après, suite à son passage chez SAP, elle était depuis 2008 chez Oracle. Donc elle connaît bien la maison, on va dire. Elle connaît très bien la maison, elle était responsable de l'offre EPM, ERP, CRM progressivement. Elle cumule ses responsabilités d'être patronne de la filiale France avec ses responsabilités EMEA en termes de vente. D'accord. Après, c'est vrai qu'on peut se poser la question, tant de temps pour trouver quelqu'un en interne, c'est quand même un peu curieux. Peut-être que les candidats externes ne se pressent pas au portillon. Bon, qui sait. C'est une supposition, une hypothèse. C'est une hypothèse de travail. Quelqu'un d'Oracle, on pourra évidemment leur poser la question. Okay. En attendant, on revient sur le grand sujet de la semaine, qui était l'USF à Nantes. Vous y étiez, Patrick, donc vous pouvez nous faire un débrief complet. Voilà. Puisque effectivement, en ce moment, on avait reçu d'ailleurs Gérald Carsanti à la fin début de l'été et fin de la dernière saison, qui nous disait que tout allait très bien entre SAP et ses utilisateurs. Enfin, je caricature un peu volontairement, je suis un peu provocateur. Mais c'était un peu plus compliqué que ça, et je vous laisse en reparler et justement faire l'écho de ce qui s'est dit à l'USF. Les relations entre les clients et SAP France sont tout à fait cordiales. Au moins il y avait autant de personnes que l'année dernière, ça représente quand même 1500 personnes. Ouais. Vraiment utilisateurs, hein. C'est vraiment un club USF qui avait fait le déplacement sur 3300 membres, ce qui est quand même important. Un beau score. Hein. C'était quasiment des sujets très métiers, où la moitié des gens avaient fait le déplacement. Des gens très métiers, des problématiques très concrètes pour le coup. Gérald Carsanti très positif sur l'innovation chez SAP, qui commence à se concrétiser, hein, tout à fait, mais dans tous les domaines, IA, blockchain, IoT, et ainsi de suite.
Derrière la façade, quand même, il y a quelques points qui perdurent. Quelques tensions, on va dire. Quelques petites tensions persistantes. Notamment, alors je cite le président de l'USF, Gian-Maria Perensin, très dynamique, qui booste un peu tant l'association que les relations avec SAP, pour essayer de trouver des solutions sur les points litigieux. Oui, du côté positif, bien sûr. Voilà, donc les messages sont autant adressés à Gérald Karsanti qu'à l'Allemagne, à Walldorf, qui est quand même le siège de SAP. Là où tout se dessine. Et donc dans les sujets, les accès indirects, la question n'est toujours pas résolue pour les contrats en cours. À savoir la zone de flou qui entoure les contrats en cours. Alors on rappelle, Patrick, les accès indirects pour nos lecteurs, auditeurs, spectateurs qui ne sont pas forcément au fait de la polémique. Ça a coûté quelques millions d'euros, dizaines de millions d'euros à Diageo. C'est ça, tout à fait, tout à fait. Dizaines de millions, tout à fait. Ouais. Ce que ça veut dire exactement. Alors c'est un accès par des applications tierces, par exemple Salesforce, pour citer des choses concrètes, par hasard, à des données gérées par SAP, par les logiciels, le SSI, enfin, quel que soit le logiciel de SAP, qui donc génère un coût supplémentaire pour l'entreprise cliente, comme Diageo, une entreprise anglaise. Et donc la position, c'est qu'SAP considère que c'est un accès d'une application qui correspond à une licence, c'est ça ou... Alors c'est pas aussi simple que ça, mais c'est un accès génère un coût. D'accord. Depuis avril 2018, SAP propose un nouveau contrat qui permet de prendre en compte, donc de cadrer beaucoup plus, avec une notion de document, ces accès, ce type d'accès. C'est-à-dire que ce n'est plus un accès à la donnée lui-même, c'est un accès, après c'est un peu compliqué, on ne va pas arriver de donner le détail pratique, parce qu'on n'a pas assez de temps. Voilà. Mais en gros, c'est un ordre de mission, un ordre d'intervention, plus qu'un accès directement aux données qui ont été à la base de l'ordre d'intervention pour un technicien, par exemple. Donc c'est le document, c'est plus un accès à la donnée. D'accord. Le problème n'est pas résolu pour la plupart des contrats, parce que la plupart des contrats datés, évidemment, Je rappelle que à l'USF, 3/4 des 440 et 66% du SBF ont SAP, sont membres de l'USF en tout cas, donc c'est évidemment... Ils ont quelque part une licence SAP. Ils ont quelque part une licence SAP. Et donc forcément, c'est pas tous des nouveaux consommateurs, nouveaux clients, et qu'on renouvelle leur contrat il y a l'année dernière. Tout à fait. Donc le problème, c'est les anciens contrats. Donc ce problème-là perdure et trouve des solutions locales, contractuelles, de gré à gré, mais aucune solution générale et fait l'objet d'une petite persistance un petit peu douloureuse. Les accès indirects, il y a d'autres sujets qui grattent. La localisation. Localisation, c'est l'adaptation de SAP, qui est un logiciel déployé dans le monde, à chaque réglementation locale, par rapport aux taxes, etc. Donc ça fait l'objet d'un livre par l'USF, fait en partie avec des intégrateurs SAP, sur la capacité à SAP à respecter tout ce qui est législation, réglementation française. Alors par exemple, les recommandations de l'ANSSI, dont on parlait tout à l'heure, de la CNIL, ou d'autres, c'est pas... Tout à fait. Donc pour l'instant, à ce jour, ce sont les clients, les entreprises utilisatrices qui payent cette localisation. D'accord. Ce qui évidemment pose question et pose une demande. D'accord. Mais le gros sujet à la limite, on va dire que sans préjuger de tout ce qui se passe dans toutes les entreprises, ces deux sujets, localisation et accès indirect, peuvent générer sur des litiges, mais sont connus, bordés, peuvent aboutir. Le sujet fondamental, c'est le passage sur S4, S4 Forana, que nos internautes connaissent, je suppose. À savoir un passage dans Total Cloud avec une solution qui fait suite à la déclaration de SAP, enfin d'abandonner toute maintenance sur SAP. Oui, tout à fait, enfin ECC6, les versions on-premise, etc., en 2025. Ce qui n'est pas si loin. Oui, surtout pour ce genre de système. Tout à fait. Sinon, c'est pour changer votre dernière version d'Office, on peut se débrouiller, mais... Oui, il faut quelques... En général, c'est plutôt de l'ordre d'un an, 2 ans, etc. Pour une multinationale du CAC 40, effectivement, c'est un gros projet. Tout à fait. Là, je vais citer Gian-Maria Perensin. SAP a annoncé 11 000 clients sur S4 au niveau monde, pas de chiffre au niveau France, dont 5 000 nouveaux clients. D'accord. Ce qui veut dire que seulement 6 000 sur une base installée de 36 000 entreprises, pour l'instant, ont basculé sur S4 Forana. On ne peut pas parler d'un enthousiasme fabuleux. Bon, après, l'annonce de l'abandon a été faite par SAP il y a un an, c'est ça, non? Oui, tout à fait. Un peu plus. Effectivement, ces genres de chantiers,
à la décharge SAP, ça se fait pas forcément. C'est un peu plus d'un an, c'est un peu plus d'un an, et l'annonce a officialisé une situation de fait comme quoi les entreprises allaient devoir passer sur S4 pour continuer à bénéficier d'une maintenance. Donc les entreprises n'ont que 3 choix, soit basculer sur S4, oui. Voilà, soit basculer sur une autre solution, soit garder leur solution et prendre un tiers mainteneur. Oui, des gens comme Rimini Street ou tout à fait, ça. Tout à fait. Et la grosse question, c'est que passer sur S4, ça génère des coûts qui ne sont difficilement justifiables en termes de DG, et que SAP, qui effectivement œuvre dans l'innovation, justifie par des nouveaux business, des nouvelles fonctionnalités, ce qui est une démarche tout à fait classique et habituelle chez un éditeur, mais qui reste difficile à justifier parce que l'ERP fonctionne bien en termes de produits, toutes les fonctionnalités, tous les modules de SAP sont globalement stables et efficaces, efficients. Mais justifier un passage sur S4 avec les coûts que ça suppose est difficilement justifiable pour une DSI face à sa direction générale. Suivant les cas, bien entendu. Bon, le sujet reste ouvert. Le sujet reste ouvert. Donc pour l'instant, on ne peut pas parler de mouvement massif. Bon. Et donc évidemment, ça pose la question de si migration massive il y a, on risque d'avoir un goulot d'étranglement en termes de compétences disponibles sur le marché pour pouvoir assumer. Qui est déjà un marché relativement tendu quand même, de compétences SAP. Non, c'est plus ce que c'était. C'est plus ce que c'était à un moment. Les ABAPeurs et les gens qui développent de l'ABAP ne sont pas les spécialistes. Mais... Donc les questions, pour l'instant, à ce jour, restent entières. Bon, rendez-vous l'année prochaine au prochain congrès USF pour voir si le chantier a évolué. Oui, tout à fait. Ça, c'était donc pour l'actualité de la semaine passée. Et puis, on conclut, Patrick, par un traditionnel coup de cœur, coup de gueule. Alors, cette fois-ci, on voulait parler de la nouvelle application. C'est pas que chez nous, ça fait un peu le buzz. Tout à fait. La nouvelle application de gouvernement de connexion à France Connect, qui vous demande la reconnaissance faciale. Et on se dit que, bon, finalement... alors, ça marche que sur Android, dans mon souvenir. Ça marche pas encore sur iOS. Mais on se dit quand même, en France, c'est obligatoire. Tout à fait. On prend le choix de la Chine. Tout à fait. Va-t-on aller vers un système un peu de... on est loin de la notation sociale, effectivement, mais enfin, ça serait quand même un peu dommage que la France, un pays de tradition quand même, des cartes, droits de l'homme, abonde un peu dans un système numérique et... À ce jour, c'est pas totalement bordé sur les systèmes biométriques, sur l'utilisation, sur le RGPD, d'après pas mal d'études, n'est respecté que par un quart de boîte. Oui, s'est fendu d'un avis qui n'était pas tout à fait enthousiaste sur le sujet. Tout à fait. Donc, mais ça fait pas tant que ça la une, c'est assez curieux d'ailleurs. Tout à fait. Ça commence un peu à émerger, mais le sujet reste encore assez marginal. Bon. Tout à fait, je pense qu'on aura l'occasion d'en parler, du sujet utilisation du numérique dans un cadre plus sécuritaire. Bon, je propose qu'on conclue là-dessus. Patrick, merci encore. Et puis à très bientôt pour une prochaine édition d'Informatique News Hebdo. Je vous remercie toutes et tous de nous avoir suivis et je vous propose de nous retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'Informatique News Hebdo. À très bientôt. Merci.